Comme annoncé dans mon titre, qui aurait pu, et dont je vois à présent qu'il aurait vraiment dû être obsolescence programmée, puisque, comme vous le constatez peut-être, j'ai oublié mon ordinateur à la maison, ce qui est quand même le genre d'oubli qui arrive en fin de carrière, mais bon, non, dont on se dispenserait d'autant plus volontiers que l'heure fatidique du senium postquam mors approche, n'est-ce pas? Eh bien, comme annoncé dans mon titre, qui aurait dû être alors obsolescence programmée et qui ne l'est pas, mais qui fait allusion à la déconstruction, à la reconstruction, ainsi que à la question qu'il est bien temps de se poser, faut-il réécrire l'histoire de la philosophie médiévale? Eh bien, comme l'annonce donc ce titre, je voudrais, au long des 8 leçons qui constitueront le dernier volet de mon enseignement au Collège de France, prendre progressivement congé de vous en vous proposant de février à fin mars les éléments, indications, pierres d'attente d'une réécriture nécessairement partielle de l'histoire de la philosophie médiévale. Les grands récits linéaires n'étant plus de mise, l'heure étant plutôt au remaniement, situé là où précisément se dégagent des faits nouveaux, j'exposerai ces éléments du point de vue de la méthode qui s'est progressivement imposée à moi ces 20 dernières années dans le traitement de cette archive complexe, intriquée, qu'est l'archive philosophique médiévale. Cette méthode est ce que j'appelle l'archéologie philosophique. Si sa relation à l'histoire des idées et à l'histoire des concepts peut vous sembler problématique, j'espère que le parcours que nous effectuerons ici pour conclure, il est temps, n'est-ce pas, ces 6 années, vous permettra de percevoir les différences et les points de rencontre ou de communication entre ces 3 manières de décrire, c'est-à-dire aussi de parcourir un même champ objectif, histoire des idées, histoire des concepts, archéologie philosophique. Je ne change pas le propos que je plaçais en tête de la quête de l'identité, le second volume paru de l'archéologie du sujet. Je considère donc toujours avec Paul Venn que les événements de pensée ne sont pas des choses, des objets consistants, des substances, qu'ils sont un découpage que nous opérons librement dans la réalité, un agrégat de processus sans unité naturelle. Je considère toujours avec Paul Venn que, comme tout autre historien, l'historien de la philosophie raconte des intrigues qui sont autant d'itinéraires qu'il trace à travers un champ événementiel objectif, divisible à l'infini. Je considère toujours avec Paul Venn qu'il ne peut, cet historien, décrire la totalité du champ, car un itinéraire doit choisir et ne peut passer partout. Je considère toujours, avec Paul Venn, qu'aucun des itinéraires que l'historien emprunte n'est le vrai, qu'aucun n'est l'histoire, avec un grand H, que le champ événementiel de la philosophie ne comprend pas des sites qu'on irait visiter et qui s'appelleraient événements, qu'un événement n'est pas un être, mais un croisement d'itinéraires possibles. Bref, je considère toujours, avec Paul Venn, qu'une intrigue ne s'ordonne pas nécessairement selon une suite chronologique, que ce n'est pas un déterminisme, ni même un ensemble de petits déterminismes additionnés ou alignés sagement l'un après l'autre.
vous aurez reconnu au passage quelques-uns des théorèmes principaux, je dirais, de comment on écrit l'histoire, qui reste pour moi un livre, même si son auteur tente à le délaisser un peu, qui reste un livre qui importe et qui compte en tout cas dans ma propre manière de travailler. Donc ce sont quelques-uns de ces itinéraires que je vais vous proposer aujourd'hui. Contrairement au Holzwege de Heidegger, ils mènent quelque part. Il est temps de voir où ils vont nous mener. Donc, annonce du programme. Alors là, vous auriez dû voir toutes sortes d'effets pyrotechniques que vous ne verrez pas, puisque, encore une fois, j'ai oublié mon ordinateur. Nous explorerons, nous traverserons, sans jamais perdre de vue, leur inscription dans l'horizon de ce qu'on appellera, pour simplifier, la théologie, le domaine des choses ou réalités divines. Nous explorerons donc 3 domaines étroitement intriqués: logique, ontologie et ou métaphysique, psychologie, dans un ordre qui ne sera pas celui de l'ordre supposé des disciplines en question dans l'épistémée aristotélicienne, partant de la logique pour s'élever jusqu'à la métaphysique. Nous pourrions aller de la philosophie du langage à la philosophie de l'esprit, reproduisant l'évolution de la philosophie contemporaine, la nôtre, reflétée elle-même dans les sciences humaines avec les 2 tournants successifs qu'on a appelés le tournant linguistique, linguistic turn, et le tournant cognitiviste, cognitivist turn. Il serait possible, en choisissant cet ordre, de suivre des chemins qui auraient vu ou qui verraient se multiplier les croisements, les allers-retours, au lieu des petits déterminismes additionnés ou alignés sagement l'un après l'autre évoqués par Paul Venn. Mais, pour mieux répartir le récit écrit ou à écrire ou à réécrire sur le nombre de leçons disponibles, 8, en évitant toute impression de mécanisme, de téléologie, de contrainte ou pourquoi pas de routine, j'ai préféré réserver les dossiers de philosophie du langage pour la fin. C'est par eux, à dire vrai, que j'ai commencé dans mon propre travail. Ce sont eux qui illustrent le mieux peut-être le travail collectif qui s'est opéré depuis une bonne quarantaine d'années, tout particulièrement en France. Ce sont eux qui, d'une certaine façon, constituent l'histoire d'une certaine génération de médiévistes, la mienne. Mais c'est par eux, je pense, qu'il faut finir ici pour vous inviter à commencer ou à recommencer vous-même le parcours. Ordre des raisons, ordre des matières, on cessera de disputer là-dessus. En tout cas, ces dossiers de philosophie du langage seront expressément examinés sous un angle précis dans le séminaire, ou plutôt le cours séminaire, comme on disait à Genève. Alors, cours séminaire ne s'entend pas comme un séminaire très court, mais comme un cours ayant quelques allures de séminaire à certains moments. Donc, le cours séminaire tenu avec Madame Irène Rosier-Katache, qu'annonce clairement le titre qui lui a été donné, Philosophie du langage et théologie, en 3 séances de 3 heures, les 1er, 8 et 15 avril 2019, de 16h à 19h, dans l'amphithéâtre Maurice Alpes-Vax. Ce titre, Philosophie du langage et théologie, est l'ombre portée de celui du livre de Jean Jolivet, qui a joué un rôle décisif dans le travail mené avec Madame Katache depuis le début des années 1980. Ce livre s'intitulait « Art du langage et théologie chez Abélard ». Il est sorti au lendemain des événements de mai 68. Sur la figure de Jean Jolivet, je vous renvoie à la notice nécrologique, l'in memoriam,
qui paraîtra bientôt dans la revue philosophique de la France et de l'étranger et que j'ai rédigé, non sans quelque émotion. Dans chacun des domaines mentionnés, il existe, alors donc logique, ontologie et métaphysique, philosophie de l'esprit et philosophie du langage, il existe dans chacun de ces domaines, qui correspondent à des découpages modernes et contemporains, il existe des dossiers vedettes, si l'on peut dire, incontournables, qui nourrissent la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. En logique, la transformation du questionnaire de Porphyre en problème des universaux. En métaphysique, l'invention de l'analogie, la doctrine de l'analogie de l'être, Inventio Analogiae, pour reprendre le titre de l'ouvrage majeur de Jean-François Courtine, paru sous ce titre il y a quelques années. Ces dossiers vedettes incontournables, nous les évoquerons dans les prochaines séances, spécialement dans le séminaire. Pour l'heure, commençant donc par la psychologie et la philosophie de l'esprit, et plus largement par ce qui a directement trait au phénomène de subjectivation ou d'assujettissement, où l'on retrouve et retrouverait les récits de Heidegger et de Foucault évoqués dans les deux cours de 2017 et 2018 que j'avais intitulés Destructionis Destructio. Donc pour l'heure, je partirai du dossier complexe que dans la double révolution, le troisième volume de l'archéologie du sujet publié, j'ai décrit à partir des recherches que j'avais menées, que d'autres avaient menées, des recherches publiées aussi, que j'ai décrit comme l'articulation de trois chiasmes et de deux crises, portant et encadrant ce que j'ai appelé la longue geste du sujet-agent. Geste, comme dans Chanson de geste, on pourrait dire aussi généalogie, mais comme vous le savez, mais pour finir, c'est le terme d'archéologie que j'ai choisi et que je conserve. Ces trois chiasmes qui ont été partiellement décrits ici même et utilisés à diverses reprises sont le chiasme de l'agence, le chiasme de la dénomination et le chiasme du sujet et de l'objet. Les deux crises sont ce que je désignerais pour l'instant comme la crise de l'avéroïsme et la crise de la représentation. J'en entame aujourd'hui la description. Je reviendrai la semaine prochaine, avec mon ordinateur, sur la notion de chiasme qui permet de comprendre la genèse et la structure des deux crises. Donc, description des deux crises. Aujourd'hui, je l'entame, je dis bien que je l'entame. La première crise est la crise avéroïste qui aboutit à la querelle d'Utrecht, 1641-1645, qui voit s'opposer, comme vous le savez, les aristotéliciens calvinistes de l'université d'Utrecht à Descartes à travers son disciple Eric Van Roy, Régius. Donc la première crise, cette crise avéroïste, aboutit à la mise en crise, lors de la querelle d'Utrecht, du supposé dualisme cartésien. Donc c'est une histoire au long cours, Moyen-Âge, Descartes. La deuxième crise, plus longue encore que la première, et communiquant en partie avec elle, peut être appelée de trois façons au moins, dont chacune correspond à une période de l'histoire et à une strate de l'archéologie de la subjectivité. À savoir, crise des espèces, species en latin, dans le langage médiéval, crise des idées dans celui de l'âge classique, et crise de la représentation dans l'idiome philosophique hérité du XIXe siècle finissant.
J'ai évoqué la troisième étape de la crise des spécies ou idées, crise de la représentation, dans un certain nombre de publications portant sur ce que j'appelle la dictographie de la représentation. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. La première crise, donc, la crise de l'avéroïsme, peut être suivie sous bien des angles. Un de ces angles est avéroïsme et anti-avéroïsme. J'ai, au cours de mon travail, privilégié les métamorphoses d'un quadrangle de base, une configuration introduite dans Naissance du sujet, le premier volume de mon archéologie. 4 questions qui s'articulent en quadrangle, ce qui veut dire qu'on peut passer d'un sommet du quadrangle à l'autre, dans l'ordre qui dépend évidemment du point de départ que l'on veut, et peut-être passer d'un sommet à l'autre par des diagonales, mais tout cela est à voir au cours précisément du travail. Je donne ici simplement la configuration, la structure, le schème qui porte en fait le récit qu'on peut constituer à partir de lui. Qui pense? Quel est le sujet de la pensée? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? Ce sont les 4 questions de départ. À partir de ce quadrangle, on peut suivre une intrigue que j'ai intitulée « Du sujet de la pensée à l'unité de l'homme ». Allongement du questionnaire qui aboutit au quadrangle où vient s'inscrire la querelle d'Utrecht. À savoir, au lieu de « qui pense », on a désormais « qui pense, sent et ressent ». Au lieu de « quel est le sujet de la pensée », on a désormais « quel est le sujet de la pensée, de la sensation et du sentiment ». Au lieu de « qui sommes-nous », on a « que sommes-nous ». Et au lieu de « qu'est-ce que l'homme », on a « l'homme est-il un ens per accidens », un être par accident, doué d'une unité accidentelle, dont l'unité n'est que d'accident, et une formule plus claire encore, l'homme n'est-il qu'un agrégat? Cela, c'est le langage de la querelle d'Utrecht. Pour la seconde crise, la crise de la représentation, spéciès, idée, représentation, une piste que j'avais tracée dans ma leçon inaugurale était de bâtir une intrigue autour du couple Hamilton, philosophie écossaise, Brentano, philosophie autrichienne. Hamilton, pour sa mise en récit des 2 premières crises, des spécies et des idées, dans le moment même où il posait les conditions de la dictographie de la représentation, c'est-à-dire la distinction entre présentation et représentation, qui est si importante en français comme en anglais. Brentano, pour sa redécouverte alléguée de l'intentionnalité scolastique et de sa théorie des actes mentaux et ou psychiques. J'ai publié certaines parties de cette réécriture, par exemple dans un article de 2017 sur les origines du représentationnalisme. Pour le moment, et dans ce premier cours, je vais me centrer sur la première crise et je n'évoquerai pas la seconde. Il va donc être question d'Averroès, de l'avéroïsme et de l'anti-avéroïsme. Parler d'Averroès, c'est ouvrir le dossier de la Translatio Studiorum. Je commencerai par un bref rappel sur cette notion, puis nous entamerons une archéologie d'une catégorie historiographique, alors déconstruction, reconstruction, l'avéroïsme, ce qui nous amènera à reconsidérer un certain nombre de chapitres de l'histoire de la philosophie médiévale, comme la théorie de la double vérité, la théorie de l'intellect comme operans intrinsecum, ou l'affirmation scandaleuse que l'homme ne pense pas, homo non intelligit, à laquelle l'historiographie a souvent réduit l'avéroïsme. La Translatio Studiorum, en laquelle Étienne Gilson voyait en 1932, c'est lui qui a introduit cette thématique, dans Humanisme médiéval et Renaissance. Gilson, donc, qui voyait dans la Translatio Studiorum, je cite, un thème littéraire trop négligé
Eh bien, cette Translatio Studiorum est le cadre général de ma reconstruction. Je n'ai cessé de m'y référer ces 20 dernières années. Voyez le début du cours du 15 février 2016, ici même, qui rappelait les 3 niveaux auxquels jouaient pour les médiévaux eux-mêmes les transferts d'Orient en Occident. Celui du pouvoir, Translatio Imperii, celui des arts, Translatio Artium, celui des savoirs et des centres d'études, Translatio Studiorum. Je ne m'étends pas sur ce thème. Je vous renvoie au cours du 15 février donc 2016, où j'évoquais le texte de Chrétien de Troyes dans le prologue de Cligès, mis en français moderne, parfaite formulation de ce qu'on appelle la translation française, Athènes, Rome, Paris, popularisée par la suite sous le règne de Charles VI par le chancelier Jean Gerson, 1363-1429, chancelier de l'université. Je cite, « Nos livres, disait Chrétien de Troyes, en traduction moderne, nos livres nous ont appris que la Grèce eut le premier renom de chevalerie et de science. Puis la chevalerie, entendez l'imperium, passa à Rome et avec elle la somme de la science, qu'il appelle en vieux français la clergie. Et maintenant, elles sont venues en France. Dieu fasse qu'elles y soient retenues et que le séjour leur plaise tant que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Dieu ne l'avait que prêtée aux autres, car des Grecs ni des Romains on ne parle plus du tout, tout propos sur eux ont cessé, et elle est éteinte leur vive braise. » La Translatio Studiorum n'est pas qu'un thème littéraire, c'est un modèle de reconstruction emprunté aux sources elles-mêmes qui, en un sens, fait coïncider le point de vue de l'observateur et celui de l'observé. La Translatio Studiorum vaut pour le langage et la pensée, elle vaut pour la métaphysique et l'anthropologie, elle vaut pour tout ce qui est susceptible d'être mis en intrigue dans un des domaines que j'ai explorés. Elle intègre en premier lieu l'histoire des corpus, de la formation des canons à l'histoire des traductions, donc des transmissions, donc des transferts. C'est la substance de ce que j'ai appelé, après Gérard Granel, la tradition de la tradition. La Translatio Studiorum concerne tous les domaines de réécriture, la tradition de la logique, celle de la métaphysique et de la psychologie, celle de la physique et de l'éthique. Pour la logique et la métaphysique, mais aussi pour ce que j'appelle l'ontologique, le cadre narratif de la Translatio Studiorum permet de construire une série d'intrigues suivant la filière grecque, gréco-latine, boétienne, les divers canaux gréco-latins de l'entrée d'Aristote, et d'autre part, les multiples continuations arabes, byzantines de cette filière grecque. Pour l'éthique, la filière byzantine et bien d'autres choses encore, et la filière gréco-arabe essentiellement pour les divers canaux d'entrée de l'Aristoteles qu'on appelait Aristoteles Novus, l'Aristote de la philosophie naturelle. C'est pour suivre la Translatio Studiorum en psychologie, anthropologie, mais aussi pour illustrer la nature du travail de l'historien de la philosophie médiévale que je m'intéresse aujourd'hui à Averroès et à l'avéroïsme. L'histoire de la Translatio Studiorum et de l'avéroïsme sont liées. Elles le sont dans les faits, mais elles le sont aussi, et c'est ce à quoi s'intéresse l'archéologie, dans les premiers récits, les premières histoires de la philosophie. Un exemple suffira ici. L'histoire critique de Brooker, 1696-1770. L'histoire critique, l'ouvrage de référence que j'avais évoqué dans le séminaire du 15 mai 2014. Historia Critica Philosophiae a mundi incunebulis ad nostram usque aetatem deducta. On commence littéralement aux origines, n'est-ce pas, et on arrive jusqu'à nos jours, les années 1770, 5 volumes, plus un 6e volume de complément paru en 1767. Notons-le tout de suite. Brooker, l'auteur de cette immense somme, où il traite
d'Averroès n'a pas lu Averroès. C'est en tout cas ce qu'affirme Ernest Renan dans une page célèbre d'Averroès et l'Averroïsme, page 341, vous pourrez vérifier. Tout est de seconde main. Évoquant le destin d'Averroès en dehors de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal via les théologiens jésuites de Coimbra, Ernest Renan écrit « Ailleurs, relégués parmi les livres des scolastiques qui ne servent plus, sauf à envelopper des anchois ou à faire des cartons, Averroès se défigure étrangement dans l'opinion. Ces lourds commentaires que l'on pourrait consulter avec tant de facilité, on se les représente comme des libelles pleins de blasphèmes. Chose surprenante, ni Bell ni Brooker, qui consacrent à Averroès des articles étendus où ils ont recueilli les récits les plus hasardés qui couraient sur son compte, n'ont songé à ouvrir ses œuvres. On dirait qu'il s'agit d'ouvrages inédits ou rares dont on est obligé de parler de confiance. L'Historia de Brooker a eu une importante diffusion dans le monde anglophone grâce à la traduction-adaptation, paraphrase abrégée, du pasteur unitarien William Enfield, 1741-1797, paraphrase donc qui n'a connu rien de moins que 4 éditions entre 1791 et 1837. Une formule tirée de Brooker exprime bien la première vision de la Translatio Studiorum et de la nature de l'apport arabe à la scolastique latine, vision éminemment négative qui fait, je cite, de la théologie philosophique des Arabes la nourrice de la philosophie scolastique, de ses obscures subtilités et de ses disputes stériles. Tout cela est dit dans un admirable anglais qui figurait, n'est-ce pas, sur le tableau que vous ne pourrez pas lire. La philosophie scolastique. A confused mass of notions compounded of Arabian and Aristotelian philosophy and polemic theology, une masse confuse de notions composées de philosophie arabe et aristotélicienne et de théologie polémique, souffre de tous les défauts affectant les traductions et les commentaires arabes. C'est le premier visage de la translatio studii dans la littérature. On le voit se dessiner si l'on considère through how obscure a medium the Arabian philosophers looked into the mind of Aristotle. Entendez, si l'on prend la mesure de l'insigne médiocrité des traductions successives effectuées par les Arabes, suivies par les Latins. L'Historia Critica parle de la méthode scolastico-arabe pour désigner le résultat du transfert de la théologie philosophique des Arabes à la scolastique latine. Ce mixte de théologie dialectique et de philosophie naturelle qu'elle tient de son origine arabe est le péché originel de la scolastique latine, dénoncé par le luthérien Brooker comme une marque de catholicisme. Brooker rapproche ainsi, pour les inscrire dans un même flux, comme s'ils procédaient d'une même méthode, la logique du XIIe siècle, ce qu'il appelle la dialectique éristique, qui est l'âme de la scolastique, et la philosophie naturelle des XIIIe et XIVe siècles. Il rapproche donc ainsi la filière grecque boétienne et la filière arabe, ce qui est une vision pour le moins polémique et erronée, et il donne comme l'archétype de ce croisement le papiste, si j'ose dire, Gilles de Rome, dont il dresse un portrait peu flatteur. Ce qui est intéressant pour l'histoire de la Translatio Studiorum et des Arabes dans l'historiographie, ce sont les sources de Brooker sur la notion de théologie scolastique des Arabes et leur influence sur la philosophie scolastique des Latins. On refuse aujourd'hui, pas moi, mais certains, le titre de théologie au kalam. Mais ce n'était pas le cas chez les sources de Brooker, ceux qui l'ont introduit dans les études. Au contraire, les sources de Brooker sont Pocock et Hottinger. Pocock, le premier, nous est connu par divers travaux, dont par divers canaux, travaux aussi d'une certaine manière, mais là je suis sur un terrain
scabreux. En tout cas, le premier canal est celui de la paternité d'Edward Pocock Jr. Donc, Edward Pocock Senior mérite d'être connu parce qu'il est le père d'Edward Pocock Jr., qui est l'auteur de l'édition et de la traduction latine du Hayy ibn Yaqzan d'Ibn Tufayl sous le titre de Philosophus Autodidactus. En fait, c'est une double paternité pour ce Pocock Senior, car les meilleurs spécialistes s'accordent à dire aujourd'hui que c'est Edward Pocock Senior qui a assuré l'essentiel de l'édition et de la traduction, attribué généreusement par lui à son fils pour lui assurer une place imméritée sur le marché de l'emploi. Le Philosophus Autodidactus est une source alléguée de Robinson Crusoe. En fait, c'est une simple formule, je pense, de Renan qui a beaucoup pesé dans cette attribution. Son roman, dit-il, parlant d'Ibn Tufayl, le Hayy ibn Yaqzan, est une sorte de Robinson psychologique. Averroès et l'avéroïsme, page 99. Une autre occurrence du Hayy est le nain Ibn Ay Pao Wao, dit le prince noir de Monomotapa, dans le roman écrit à plus de 4 mains, un grand nombre de mains, par Pope, Swift, Arbuthnot et d'autres, membres du prestigieux club des scribouillards, les scriblériens, le roman qui s'appelle Martin Scribbler, paru en 1741. Le second personnage, donc, la grande source de Brooker, c'est Pocock, Senior. La seconde source de Brooker est moins connue, mais tout de même mérite d'être retenue. C'est l'auteur de l'Historia Ecclesiastica Novi Testamenti, l'histoire ecclésiastique du Nouveau Testament, du philologue et théologien zurichois Johann Heinrich Hottinger, 1620-1667. J'ai évoqué ce personnage dans une communication à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, parue récemment, à laquelle je vous renvoie, si le désir vous en prenait, qui s'intitule « L'invention d'une hérésie, le nihilisme christologique ». En tout cas, c'est chez Pocock Senior et chez Hottinger que Brooker trouve la définition de cette théologie scolastique qui est présentée sous le nom de Al-Kalam, correspondant à l'arabe Ilm al-Kalam. Alors, il y a, vous devriez voir apparaître maintenant une page du spécimen Historia Arabum de Pocock, en latin, donc, présentant les 3 définitions du kalam, de al-kalam, que je vais vous donner donc oralement. Al-kalam est la science par laquelle, ou moyen de laquelle, dans laquelle on disserte de l'essence de Dieu et de ses attributs et du statut des choses, des conditions, disons, des circonstances, de tout ce qui entoure la condition des choses possibles du point de vue de la création et du point de vue de la restitution, conformément au canon de l'islamisme. Deuxième définition, ou bien selon certains, c'est la science des fondements légaux qui concernent les articles de la foi que l'on peut acquérir par des démonstrations certaines. Donc la science des fondements légaux concernant les articles de la foi que l'on peut acquérir par des démonstrations certaines. Et troisième définition, c'est la science
qui est concerné par le fait d'établir fermement les croyances religieuses en apportant des preuves et en dissolvant les doutes. Donc c'est, vous le voyez, une théologie argumentative et rationnelle, destinée donc à présenter sous une forme systématique ce qui est appelé les confessiones religionis en latin, seu articulos, les articles de croyance, les confessions de la religion. Brucker et Hottinger, pour présenter le contenu, parce qu'il ne suffit pas de donner une définition, il faut donner de la matière, s'appuient tous deux principalement sur le livre des religions et des sectes d'Al-Shahrastani, 1086-1153, qui est un tableau des courants de pensée existants au XIIe siècle en terre d'islam, que Daniel Gimaret, le père Guy Monod et Jean Jolivet ont mis à la disposition du public francophone. C'est une grande somme d'histoire de la théologie, si vous voulez, iranienne. C'est Pocock qui est à l'origine de l'appellation scolastique pour qualifier la théologie des Arabes. Ces définitions sont reprises par Hottinger dans un ouvrage qui s'appelle Promptuarium sive Bibliotheca Orientalis. Alors, il y a un certain nombre de pages que j'avais photographiées, qui étaient destinées à vous montrer ce mélange dans l'imprimerie ancienne des caractères latins et de la typographie arabe. On réalisait à l'époque ce qu'on ne réalisait pas il y a 20 ans dans certaines maisons d'édition parisiennes, mais enfin qu'on réalise maintenant. Je dois ajouter qu'un an après avoir publié sa Bibliotheca Orientalis, Hottinger a complété son information sur la théologie, le kalam, la théologie musulmane, par un certain nombre d'indications tirées du Guide des égarés de Maïmonide. C'est-à-dire que sa deuxième source, qui est venue compléter Shahrastani, a été le Guide des égarés de Maïmonide. Et c'est avec ces deux piliers, si vous voulez, qu'il a rédigé un certain nombre de notices qui ont été reprises ensuite par Brucker et tout le monde, au fond, dans les grandes histoires générales de la philosophie. Alors, ce que Brucker tire de ce gigantesque travail, ce qu'il tire de ses sources, ce qu'il pense de la philosophie scolastique, tient dans une épigramme qu'Enfield emprunte à Martial pour dresser le bilan de la querelle des universaux. Nous ne pouvons faire mieux, dit-il, avant de quitter cette période de l'histoire, que rappeler ces mots de Martial. Turpe est difficiles habere nugas, et stultus labor est ineptiarum. Il y a deux traductions sur le marché de cet épigramme, n'est-ce pas? Il est indigne de s'occuper de bagatelles épineuses et de se fatiguer beaucoup pour expliquer des niaiseries. Traduction un peu ancienne. C'est se discréditer que de s'adonner à des bagatelles difficiles, et il est bien sot le travail que coûtent des vétilles. Donc, laissez ça pour le cas échéant, une épitaphe, n'est-ce pas? Résumant la carrière d'un chercheur. Enfin bon, faut-il réécrire l'histoire de la philosophie médiévale? Cela va de soi si l'on part de Brucker ou d'Enfield. Mais nous n'en sommes plus à Brucker. Ce qui a motivé ma question n'est pas Brucker, c'est Heidegger. Si l'on revient à Heidegger, dont on a beaucoup parlé ces 2 dernières années, eh bien, il faut partir de ce fait absolument fondamental que l'avéroïsme ne joue aucun rôle dans la Seinsgeschichte. L'histoire de l'être, Sein, ou histoire de l'être, Sein avec un Y. La translatio studiorum, telle que nous l'entendons, n'en joue pas davantage. Ce qui joue un rôle chez Heidegger,
c'est le passage du grec au latin, de la Grèce à Rome, du monde grec au monde romain. En termes heideggeriens, l'avéroïsme, lui, relèverait de ce qu'il appelle l'histoire historisante. Il ne faut pas s'étonner si Averroès figure seulement une fois dans le corpus heideggerien, dans un cours de 1922, Phänomenologische Interpretation ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zu Ontologie und Logik, cours du semestre d'été 1922, Fribourg, il apparaît dans une note. Une fois donc, autant que Maïmonide. Mentionné comme une des lectures obligées de Spinoza dans le texte scolaire que Heidegger consacre dans la Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant, qui est un cours du semestre d'hiver de Marburg, 1926-27. Là encore, un texte du premier Heidegger, contemporain, celui-ci de Sein und Zeit. Ce que l'on dit de Heidegger, on pourrait l'étendre à beaucoup d'autres, à Foucault, à l'évidence, mais aussi à la majeure partie des philosophes et historiens de la philosophie contemporains. Averroès et l'avéroïsme ne jouent aucun rôle dans ce que j'appellerais, reprenant précisément le mot de Foucault, leur travail. Réécrire l'histoire de la philosophie médiévale, qu'est-ce alors? Ce n'est pas faire l'histoire d'une absence, pister cette absence dans l'historiographie. Ce pourrait être étudier les effets de cette absence dans la production philosophique moderne ou dans la compréhension que les contemporains, non contemporains, ou la modernité récente, disons, se sont faits de la première modernité, Early Modern Philosophy, du cartésianisme, de Descartes, ce qui évidemment n'est pas nécessairement la même chose, cartésianisme et Descartes. Ce pourrait aussi être réécrire l'histoire de la philosophie médiévale, étudier les effets de la présence déformée, fictive, fictionnelle d'Averroès dans le récit historiographique préparant la coupure épistémologique hautement revendiquée par certains entre la philosophie moderne et le Moyen Âge, ce qu'on appelle le rejet de la scolastique. Mais Averroès n'est pas l'avéroïsme et Ibn Rushd n'est pas Averroès, entre guillemets. Et c'est cette différence qui nous importe aujourd'hui. C'est elle et sa perception qui changent les données. Il faut partir ici, et c'est ce qui fera méthodologiquement de la crise avéroïste un cas exemplaire. Il faut partir ici de questions simples. L'homme, l'œuvre, sa transmission, son accessibilité, sa réception. Je laisse de côté l'homme, sa biographie, pour poser une première question qui doit être affrontée pour réécrire l'histoire de la philosophie médiévale. Que pouvait lire Ibn Rushd dans l'Andalousie de la seconde moitié du XIIe siècle? Poser cette question, c'est retrouver à un premier niveau la Translatio Studiorum. Il y a eu depuis Brooker beaucoup de travaux sur cette question, tout particulièrement depuis une vingtaine d'années. Quels textes étaient accessibles en Al-Andalus à l'époque où Ibn Rushd s'est formé philosophiquement? Quels textes sont arrivés ensuite au fil du temps? Deuxième question. Ibn Rushd a d'évidence laissé une œuvre considérable. Trahit-elle une évolution, des ruptures, des révisions majeures dans sa production, sa genèse, philologiquement documentable, comme dans ses contenus? S'agissant de ce qui caractérise l'avéroïsme dans l'historiographie moderne, la théorie de l'unité de l'intellect, le monopsychisme et plus largement la noétique, on sait qu'Ibn Rushd a rédigé au moins 3 sortes de textes ayant un rapport avec l'âme et l'intellect, qu'on appelle traditionnellement les petits, les moyens et les grands commentaires. Ces appellations petits, moyens, grands commentaires sont-elles fondées? Ibn Rushd y expose-t-il les mêmes thèses, la même doctrine? Dans quel ordre ces textes ont-ils été composés? Petit, moyen, grand. La taille des commentaires va-t-elle de pair avec leur ordre de rédaction? Comment ces textes nous sont-ils parvenus? Quand et comment ont-ils circulé?
Dans quel but ont-ils été rédigés? Pour quel public? Ce que nous en connaissons, la manière dont ils nous sont parvenus, la langue dans laquelle, ou plutôt les langues dans lesquelles ils ont été préservés et transmis, reflètent-elles leur statut réel, leur destination, leur importance relative, la signification que leur attachait Ibn Rushd lui-même? Ce nœud de questions nous replonge dans la question plus générale de la Translatio Studiorum. L'œuvre d'Ibn Rushd nous est arrivée en 3 langues, arabe, hébreu, latin. Certains textes dans les 3 langues, certains en 2 langues, certains en 1 langue seulement. C'est ainsi que, ce qui nous concerne au plus haut point ici, aujourd'hui, le texte qui a porté toute l'histoire de l'avéroïsme et de l'anti-avéroïsme en Occident latin, le grand commentaire sur le De Anima, ne nous est précisément connu qu'en latin, dans l'édition Crawford réalisée pour The Medieval Academy of America. La tradition du grand commentaire est un élément essentiel de la Translatio Studiorum qui porte celle-ci jusqu'à nous. Plus long que le long Moyen-Âge, cher à Le Goff, il y a la tradition de la tradition du grand commentaire. Il y a des questions brûlantes dans celles que je viens d'énoncer, certaines qui ont divisé et qui continuent de diviser la communauté scientifique, comme celle capitale de la chronologie relative du commentaire moyen et du grand commentaire. Le grand commentaire est-il antérieur au commentaire moyen ou l'inverse? Ce qui est fascinant dans ce problème, c'est qu'il active tout un réseau de questions. Qu'est-ce qu'une œuvre d'Averroès? Ce que nous appelons le grand commentaire, a-t-il connu plusieurs versions? Si oui, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi plusieurs versions? Qu'est-ce que cela implique ou suggère concernant l'activité d'Averroès, ses conditions, son statut? Quelles conséquences sur le statut d'œuvre d'un tel texte? Supposez que le commentaire moyen et le grand commentaire aient connu plusieurs versions et que ces versions diffèrent, non pas seulement par quelque aspect rédactionnel ou rhétorique, mais par le contenu philosophique. Où serait le vrai Averroès? Comment le déterminer sans chronologie relative des œuvres et de leurs versions successives? Le vrai Averroès est-il nécessairement celui que nous avons connu? La pluralité des versions pose d'autres problèmes si l'on considère qu'elles ne sont pas toutes de la main d'Averroès, mais qu'elles doivent leur existence, ou plutôt la forme de leur existence, leur identité, à des transmetteurs, des intermédiaires, des traducteurs, des lecteurs, des utilisateurs. Qu'est-ce que cela impliquerait pour une juste appréciation de l'avéroïsme d'Averroès s'il apparaissait que certaines des œuvres qui nous sont parvenues doivent autant ou plus à ceux qui nous les ont transmis qu'à leur auteur? Toutes ces questions qui se posent pour Averroès et l'avéroïsme se posent à des degrés divers pour nombre d'auteurs et d'œuvres de l'Antiquité, à commencer par celle d'Aristote. Mais elles sont d'autant plus intéressantes pour nous qu'elles sont liées étroitement et qu'elles ont reçu un certain nombre de réponses dans les 20 dernières années, tout particulièrement en France, grâce au travail d'un arabisant disparu en 2018, Marc Geoffroy, auquel cette séance est naturellement d'une certaine façon dédiée, mais au travail duquel aussi, comme vous le constaterez tout à l'heure, elle est scientifiquement consacrée. Au travail d'un arabisant donc disparu en 2018, Marc Geoffroy, bien connu pour son travail sur Averroès et la théologie almohade. Marc Geoffroy, traducteur d'Averroès arabe, mais dont nous évoquerons aujourd'hui un aspect du travail, le travail d'un immense érudit et du grand savant qu'il fut,
aspect qui nous conduit, disons, à la dernière partie de cette première séance. Que pouvait lire Averroès? C'est ce qui est remarquable, n'est-ce pas? Il ne lisait pas le Péripsukès d'Aristote au début de sa carrière. Soit parce que la traduction arabe ne lui était pas accessible, soit parce qu'il ne jugeait pas nécessaire de l'utiliser. Je dis au départ, n'est-ce pas? Mais au départ, cela renvoie au témoignage des œuvres. On a dit qu'il y avait 3 sortes de commentaires du Péripsukès, du De Anima. Considérons le petit. Pour ce faire, on pourrait consulter sa fiche dans le Digital Averroes Research Environment, DARE, D-A-R-E, la base de données gérée par le Thomas Institute de l'Université de Cologne, forte de plus de 225 titres, en 3 langues, arabe, hébreu, latin, et d'une impressionnante liste de traducteurs médiévaux et renaissants. Alors, on trouve cela sur http double barre, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment ça s'appelle. dare.unikeln, Université de Köln. Si l'on consulte dans cette base de données interactive la fiche, qui est donc une entrée dans tout un travail sur l'œuvre en question, on constate qu'il existe 3 livraisons du petit commentaire. Une arabe en 11 manuscrits, une hébraïque en 28 manuscrits et une latine dans la traduction d'Abraham de Balmes. Il est bien dommage que je ne puisse pas vous montrer cette fiche, mais il serait bien pire pour moi maintenant d'essayer d'improviser une connexion d'urgence et de survie au site en question qui vous montrerait à quel point je suis démuni face à cette technologie. Donc je vous demande de me croire sur parole. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas m'attarder sur le personnage du traducteur latin, Abraham de Balmes. Si vous voyez la fiche de Dare, vous verriez le titre arabe, ensuite le titre hébraïque avec l'indication « Translated by Moses ibn Tibbon » et en dessous, vous auriez « Compendium Necessarium de Anima, translated by Abraham de Balmes ». Bon, alors, vous voyez que le latin vient après l'hébreu. Nous ne pouvons nous attarder ici sur le personnage d'Abraham de Balmes, en fait natif de Lecce, un des 3 grands traducteurs renaissants de l'hébreu avec Del Medigo, Elia Del Medigo et Mantino. Mort en 1523, il avait été autorisé par le pape à, si j'ose dire, passer un doctorat en 1492, l'année de l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'année de la chute du royaume nasride de Grenade et l'année de la découverte du Nouveau Monde. Il a été actif essentiellement dans le Vénéto après l'expulsion des Juifs de Naples en 1510. Naples qui avait été un premier point de refuge après l'expulsion. La traduction du Compendium figure dans une édition imprimée de 1552. Balmes, averroïste, est intéressant car il défend une conception de la traduction axée sur la vérité plutôt que sur l'élégance, alors qu'on est en pleine Renaissance, n'est-ce pas?
et une conception de la philosophie d'Averroès dans laquelle la logique joue un rôle littéralement fondamental, ce qui n'est pas le cas de ce que Dag Hasse, un des grands spécialistes d'Averroès, appelle mainstream Averroism, l'avéroïsme mainstream, le courant dominant de l'avéroïsme. Ce qui donc fait qu'Abraham de Balmes traduit certains écrits logiques d'Averroès, excusez-moi, et il justifie ainsi, il traduit certains textes logiques d'Averroès de son propre chef, n'est-ce pas, comme le commentaire moyen sur les topiques. Et il justifie ainsi son initiative. Les Romains pensaient que l'éloquence d'Ikakitas mérite toujours d'être honorée en premier. Les Hébreux pensent la même chose à propos de la vérité. Veritas. Dikakitas, veritas. Marc Geoffroy a montré que lorsqu'Averroès a rédigé le petit commentaire sur le De Anima, il ne connaissait pas ou n'utilisait pas le De Anima d'Aristote. Qu'utilisait-il pour bâtir son propos? Des commentateurs d'Aristote, Alexandre d'Aphrodise, Thémistius, eux-mêmes lus par son prédécesseur andalou immédiat, Ibn Bajjah, à Vempache, mort en 1136. C'est à eux que fait allusion, ces commentateurs, le début du prologue, version Balmes, en latin. Il n'est pas question du De Anima, mais de ces commentateurs, ou plutôt de ceux qui ont exposé la science de l'âme en tirant ce qui s'accorde le mieux à ce qui a été dit dans la physique, la science de la nature, et ce qui s'accorde le mieux à l'intention d'Aristote. Intentio nostra est hic, ut asseramus ec verbis expositorum scientiae de anima, que videntur esse convenientiora, ei quod declaratum est in scientia naturae et convenientiora intentioni Aristotelis. Donc il y a un double contrôle, n'est-ce pas? D'un côté, la physique, au fond, et de l'autre, l'intention d'Aristote. Conséquence, il ne faut plus parler ici de petit commentaire du De Anima, puisqu'Averroès ne le connaît pas, ou en tout cas ne l'utilise pas dans ce supposé commentaire, n'est-ce pas? Ceux qui l'utilisent, ce sont des commentateurs d'Aristote. Autre conséquence, Averroès a varié dans sa noétique. Il a connu initialement une période alexandro- ou alexandrino-badgienne, dans laquelle il a soutenu, c'est-à-dire une période influencée par Alexandre d'Aphrodise et par Ibn Bajjah, dans laquelle il a soutenu une doctrine de l'intellect matériel, comme on dit, comme disposition des formes imaginées. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette position attestée dans une partie de la tradition manuscrite du texte, un manuscrit Caïrote du Caire, les manuscrits d'une tradition dite intermédiaire, représentés entre autres par un manuscrit d'Hyderabad, est abandonnée dans une autre partie de la tradition, en l'occurrence un manuscrit de Madrid, qui désavoue Avempace et renvoie à un commentaire qui doit être le grand commentaire. Il y a là quelque chose que Jean Jolivet, dès 1969, avait appelé une rétractatio, une révision, une rétractation. C'est cette version du manuscrit madrilène qui a été traduite en hébreu par Moïse ibn Tibon, très probablement en 1240. Un même texte documente deux états de la pensée d'Averroès. Selon que vous le lisez en arabe ou en hébreu, vous n'avez pas le même texte, ni la même doctrine. Dans son cours de 69 à l'EPHE, Jean Jolivet avait noté les difficultés posées par ce texte, les caractéristiques étonnantes du texte de Madrid. Averroès, après avoir relu ou lu, demandais-je maintenant à partir des travaux de Marc Geoffroy, mais relu à l'époque 1969 Jolivet, Averroès, après avoir relu les textes d'Aristote, nie que les images soient substrats pour l'intellect matériel, comme l'œil pour la vue, elles sont moteurs comme le senti pour le sens. Et d'ailleurs, Aristote indique que l'intellect matériel est éternel,
Averroès renvoie sur ce point à son commentaire du traité de l'âme et explique sa propre erreur personnelle, première par l'influence d'Ibn Bajjah. Bon, donc cela, n'est-ce pas, cette double tradition, conduit à une thèse générale de Marc Geoffroy sur Averroès. La thèse selon laquelle Ibn Rushd a révisé, repris, remanié, corrigé, réécrit ses textes, ce qui signifie qu'il avait un public auquel s'adressait un enseignement de quelque nature, cadre ou importance qu'il fût. La relation à Alexandre d'Aphrodise est capitale. La question qui se pose est quel Alexandre ? Alexandre d'Aphrodise, bon, mais quoi ? C'est un sujet en soi. Marc Geoffroy a publié en 2002 à Padoue un texte intitulé « La tradition arabe du Périnou » sur l'intellect d'Alexandre d'Aphrodise et les origines de la théorie farabienne des 4 degrés de l'intellect. La théorie des 4 degrés de l'intellect selon Al-Farabi. Donc, Marc Geoffroy a publié un article sur la tradition arabe du Périnou d'Alexandre d'Aphrodise, où il souligne, et les origines de la théorie d'Al-Farabi, où il souligne, je cite, le cryptoplotinisme de la quadripartition farabienne dans son traité de l'intellect et l'intelligible. Donc le traité de l'intellect et l'intelligible d'Al-Farabi est un texte que l'on considère comme le manifeste de la psychologie aristotélicienne dans le monde arabo-musulman à cette époque. En fait, c'est un texte cryptoplotinien. C'est aussi le texte, pour nous médiévistes latins, dont Étienne Gilson, avait publié la traduction latine dès 1929 dans les archives d'histoire littéraire et doctrinale, et qui donc a été un texte de référence pour tous ceux qui ont travaillé après 1929 et qui n'avaient guère que ce morceau-là à se mettre sous la dent pendant des années. Intellect en puissance, intellect en acte, intellect acquis, intelligence agente, voilà les 4 degrés de l'intellect. Marc Geoffroy reprend cette thématique, souligne son cryptoplotinisme et il connecte tout cela à l'anonyme théologie d'Aristote, qu'on appelle aujourd'hui la pseudo-théologie d'Aristote, apocryphe aristotélicien, dont l'étude a mobilisé arabisants, hellénistes et latinistes de manière intense et continue ces dernières décennies. Ce sont, vous le voyez, tous les auteurs, tous les textes qu'il faut relire quand on prétend lire un texte, et un texte seulement. Car tous ces auteurs, tous ces textes font partie, si j'ose dire, d'une histoire globale. La tradition d'Alexandre appartient à la tradition d'Averroès. Elle est incluse dedans. Celle d'Averroès appartient aussi à la tradition d'Alexandre. Elles s'impliquent mutuellement et toutes deux sont partie intégrante des traditions respectives d'Aristote, de Plotin et de Proclus. Aïe! Eh bien oui, aïe! Entre la mort d'Aristote, 322 avant Jésus-Christ, et celle d'Ibn Bajjah, 1138 après, il s'est écoulé près de 1500 ans. Et ça n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, après ces 1500 ans. L'histoire des textes est un élément essentiel de la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. L'œuvre et l'auteur ont été, dans les années 70, en crise, notamment après la parution du magnifique texte de Foucault, Archéologie du savoir, dont nous avons détaillé un certain nombre de pages il y a maintenant 5 ans, oui, enfin. Et nous avions mis avec Foucault à cette occasion en question, enfin c'était pas bien original d'ailleurs, tout le monde l'a fait depuis 30 ans, 40 ans, la notion d'influence. Bon, l'influence d'Averroès, ce terme marque un état, pour moi, marque un état d'existence et une forme d'existence de l'œuvre et de l'auteur, c'est-à-dire de sa tradition.
Ces remarques valent pour tous les textes de psychologie et de noétique d'Averroès, qu'il s'agisse des supposés commentaires du De Anima ou des épîtres sur l'union, la jonction ou la conjonction étissale avec l'intellect séparé. Édité en 1869, traduite de l'hébreu en allemand par Herx, et des dérivés latins de ces épîtres, le Tractatus Averroïs de Perfectione Naturali Intellectus médiéval et le Tractatus de Beatitudine Animae, le traité de la béatitude de l'âme, fabriqué et imprimé à 2 reprises à partir des manuscrits du De Perfectione Naturali Intellectus par Alessandro Achillini, 1501, puis Agostino Nifo, 1508, avant d'être intégré à la grande édition des opéras d'Averroès par les Jontes de Venise en 1562. Ce texte, la béatitude de l'âme, composé à partir d'épîtres au contenu discordant, ce qu'avait déjà noté Jolivet dans ses cours de l'EPHE, Marc Geoffroy et Carlos Tell l'ont édité et traduit, si j'ose dire, dans tous ses états, comme une certaine édition du séminaire de Lacan, publiée il y a quelques années, intitulée « Le séminaire dans tous ses états ». Enfin bon, ça c'est aussi un problème de transmission et de constitution d'un texte autoritaire, eh bien, qu'on trouve aussi bien ici. Nul n'a mieux exprimé le statut de cette œuvre qui n'est pas une œuvre et qui est une œuvre d'Averroès, composée à partir de plusieurs œuvres d'Averroès dans plusieurs langues et à diverses époques de l'histoire et fondue en un seul ensemble sous le titre de traité de béatitude de l'âme. Nul n'a mieux exprimé le statut de cette œuvre qui est une véritable création qu'on pourrait dire collective et multiculturelle que Marc Geoffroy. Je cite, tel qu'il est, le traité présente une synthèse remarquablement réussie entre d'une part des doctrines d'Averroès, soutenues à différentes périodes de sa vie, et d'autre part, un enseignement émanatiste alfarabo-avicénien, synthèse réalisée dans un milieu de philosophes juifs entre la seconde moitié du XIIIe et le début du XIVe. Voilà une œuvre de synthèse, et ça n'est pas fini, puisque ça a continué dans le monde latin, comme je le disais, avec Achillini et Nifo. L'analyse du contenu de cette œuvre confirme la lecture de Jean Jolivet sur la tension interne qui habite les épîtres d'Averroès, en lui donnant cette fois une base philologique qui permet de revisiter et de repenser historiquement et philosophiquement le tout. Une partie du texte d'Averroès n'est pas d'Averroès, mais d'Avenassar, le nom hébraïque d'Abou Nasr al-Farabi. L'histoire de l'avéroïsme, de la réception d'Averroès et celle de la Translatio Studiorum sont inséparables. Qu'est-ce qui, dans ce que nous venons de voir, donne à l'histoire son tempo, à nos récits leur armature temporelle? La tradition d'Ibn Rushd, la tradition de la tradition d'Ibn Rushd, où se rejoignent toutes les histoires mobilisées dans la réécriture de l'histoire de la philosophie médiévale. Je dirais qu'Averroès appartient à l'histoire de la philosophie dite arabo-musulmane, mais aussi de la philosophie dite juive et de la philosophie dite médiévale latine, mais aussi à l'histoire de la philosophie médiévale et à la philosophie de l'histoire de la philosophie. Il est temps d'évoquer ici les 3 révélations. Le thème de la 3e révélation selon Wolfson. Harry Austrian Wolfson. Je m'appuierai ici sur un texte publié il y a 11 ans. J'y demandais, y a-t-il eu un moment Averroès dans l'histoire de la pensée européenne? Ou mieux, un tournant, comme on parle de tournant linguistique, ou de tournant cognitiviste, j'y faisais allusion tout à l'heure. Les choses ne sont pas si simples. À l'image du tournant ou de la révolution, comme on dit révolution copernicienne, on peut préférer celle de révélation, comme Harry Austrian Wolfson, dans un article qui a fait date, The Twice Revealed Averroès, 1961. 2 révélations, autrement dit 2 vagues de traduction, une au XIIIe siècle, essentiellement sur l'arabe,
l'autre au XVIe, principalement sur l'hébreu, toutes deux contribuant à l'acculturation philosophique de l'Occident chrétien et à la réappropriation par les latins de l'héritage grec. Deux révélations en attente de l'achèvement d'une troisième, appelée de ses voeux par Wolfson, l'achèvement de l'édition critique trilingue du Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem, entamé en 1931 sous les auspices de la Medieval Academy of America. Troisième révélation qui doit jouer un rôle dans l'appropriation collective de l'histoire de la philosophie médiévale. Rien de plus nécessaire que de rappeler aujourd'hui ce qu'était la vision pionnière de Wolfson en 1961. Je vous traduis le texte anglais que vous ne voyez pas. J'ai parlé de deux révélations, des révélations qui ont eu lieu sur un intervalle de 400 ans. En 1931, après 400 ans depuis la seconde révélation d'Averroès, il y a eu une troisième révélation. Elle a eu lieu quand notre Académie a adopté un plan pour la publication du Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem. Il y a néanmoins une différence entre la troisième révélation et les deux précédentes. La première révélation comprenait uniquement des traductions. La seconde révélation comprenait des traductions et l'imprimerie. La troisième révélation, telle qu'elle est projetée dans ce plan, comprend 3 séries de textes édités. Chaque texte dans chacune des 3 séries accompagné de 3 apparats critiques et d'un glossaire quadrilingue. Et en complément de tout cela, une 4e série de traductions modernes avec des commentaires. Voilà ce qu'était en 1931 l'extraordinaire projet de la Medieval Academy of America. Cette 3e révélation, elle n'est possible, elle n'a de sens que parce que nous avons pris conscience de la réalité, de la portée de la Translatio Studiorum pour l'histoire de la philosophie. Un des moments forts de cette 3e révélation est français et concerne le médiévisme français. C'est le travail lancé sur l'édition des fragments arabes du grand commentaire du De Anima, conservé en écriture hébraïque dans un manuscrit de Modène. Travail qui est en même temps fondamental pour l'histoire de la philosophie en Espagne, puisqu'il y va de la philosophie juive dans le nord de l'Espagne, en pays de chrétienté, qui prolonge donc ce qui s'est accompli auparavant en Andalousie en terre d'islam. Si l'on consulte la fiche d'air du commentaire moyen, on voit manuscrit arabe 2 en caractère hébraïque, dont Modena, Biblioteca Estense, numéro 13. Commentaire moyen donc du De Anima en hébreu maintenant, 44 manuscrits. En latin, 1 manuscrit. Commentum medium in De Anima. Commentaire moyen, 2 traductions hébraïques. L'une de Shem Tov ben Isaac de Tortosa et une autre de Moses Im Tibon. La tradition du commentaire moyen est, vous le voyez, de façon écrasante, majoritairement en hébreu ou en caractère hébraïque. Le traducteur du Commentum Medium, la version latine, a œuvré sur une version hébraïque. Je n'ai pu identifier ni le traducteur ni la version. Je suppose et j'espère qu'il y a des recherches en cours sur ce point. Le texte est contenu, j'aurais pu vous montrer son explicite, dans le manuscrit Vatican latin 4551. Je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre fondamentale d'Averroès en noétique et en psychologie est, pour ce qu'il en est de l'histoire de la philosophie occidentale, son grand commentaire du De Anima d'Aristote, lequel n'était connu jusqu'ici qu'en latin, l'original arabe étant perdu. La situation par rapport au commentaire moyen est la suivante. Dans l'état actuel, la notice de Der propose manuscrit arabe 0, manuscrit hébraïque 4,
Manuscrit latin, 87. Tout est inversé entre le commentaire moyen et le grand commentaire. Ce qui est extraordinaire, et ce qu'indique la notice d'Aire, dans l'état actuel, elle est à l'état de prototype, donc ça n'empêche qu'on peut consulter tout cela, mais bon, tout ça est évolutif. En tout cas, ce qu'indique la notice d'Aire, ce qu'elle indique par l'ordre des langues, où l'hébreu suit le latin, sans entrer dans le détail, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que de fait, la traduction hébraïque est faite sur la version latine. Elle a été effectuée, semble-t-il, avant 1475. C'est elle qui est préservée dans les 4 manuscrits. Le même traducteur, Baruch Ibn Yaish, selon Wolfson, a traduit les Questiones in De Anima, les questions sur le De Anima, du grand avéroïste latin du XIVe siècle, Jean de Jandin, conservé dans le manuscrit de Naples qui contient le texte d'Averroès. Tout ce que l'on sait, tout ce que je sais en tout cas, est indiqué et donné et dans Mauro Zonta, Hebrew Scholasticism in the 15th Century, The History and Source Book, Springer, 2006, Mauro Zonta, qui nous a également quittés l'année dernière. La Translatio Studiorum, vous le voyez, ne joue pas dans un seul sens. Il y a des traductions hébraïques d'œuvres scolastiques latines. Il y a des traductions byzantines, grecques, d'œuvres latines. Cela fut le cas pour les Sumulae Logicales de Pierre d'Espagne, ce qui occasionna de remarquables erreurs sur la source grecque supposée de Pierre d'Espagne, Michel Psellos, n'est-ce pas? Alors, donc le XIe siècle, alors que le texte grec des Sumulae Logicales en grec, n'est-ce pas, et de Gregorios Scholarios, c'est une traduction de Pierre d'Espagne et date du XVe. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Byzantins ont traduit la scolastique latine. C'est de voir que dans le monde hébraïque, on a traduit de la scolastique latine. La question serait, la question est, la question sera, combien y a-t-il de traductions arabes d'œuvres latines au Moyen-Âge? Voilà un chapitre à écrire, la partie export de la Translatio Studiorum, dont seule la partie import intéresse les historiens. Cette partie export convient à l'histoire globale. Existe-t-elle? Je n'en sais rien, c'est à voir, il faut des recherches, il faut travailler. Il y a des études de ce genre dans le domaine dit postcolonial. Traduction en langue amérindienne, par exemple, de certains textes, notamment de logique. Il y a eu un colloque ici, en mai 2018, sur l'Europe de la logique, où il a été question des traductions en langue aztèque, n'est-ce pas, des manuels de logique apportés par les jésuites. Maintenant, ici, il faut aller plus loin. Commentaires moyens et grands commentaires ont un manuscrit en commun, si l'on compare les 2 fiches de Der, le Modena Bibliotheca Estense 13. Ce manuscrit du commentaire moyen comporte des gloses marginales. Et dans ces gloses, on trouve toujours en caractère hébraïque de larges extraits de la version arabe perdue du grand commentaire, ce qui n'est pas encore indiqué dans le prototype de la fiche de Der. En 1985, Abdelkader Ben Cheida, un ancien du séminaire de Jean Jolivet, publie quelques exemples de fragments de l'original arabe du grand commentaire d'Averroès sur le traité de l'âme, préservé en caractères hébraïques dans un manuscrit de Modène, Bibliotheca Estense, Alpha J 6.23, copié en 1354 à Saragosse. L'édition annoncée par lui n'ayant pas vu le jour, Madame Colette Syrah et Marc Geoffroy entreprennent d'éditer l'intégralité du matériau. L'entreprise réclame le concours de 2 expertises, linguistiques en arabe et en hébreu, mais aussi philologiques, en paléographie et en codicologie, à quoi l'on peut ajouter une 3e en philosophie juive et arabe et une 4e en avéroïsme. Madame Colette Syrah et Marc Geoffroy travaillent, avancent, aboutissent à un
premiers résultats. Marc Geoffroy disparaît l'année dernière à l'âge de 52 ans. C'est le fruit, les étapes de leur travail aussi, que Madame Sirhat va nous présenter après ce cours dans quelques minutes. Je vous montre simplement un petit ouvrage intitulé « L'original arabe du grand commentaire d'Averroès au De Anima d'Aristote, prémisse de l'édition », qui marquait un premier état et un premier ensemble de résultats de ce travail commun, et nous en entendrons davantage tout à l'heure. Je ne présente pas Madame Colette Sirhat, mais je ne peux pas ne pas signaler qu'elle est une des grandes spécialistes de la pensée juive, bien médiévale évidemment, mais aussi, et j'allais dire surtout, mais de Maïmonide, et je signale cet ouvrage, Les brouillons autographes du Dalalat al-Aïrin, le guide des égarés, et le titre vous indique déjà qu'on a affaire à un grand savant philologue qui est un véritable spécialiste des manuscrits. Donc je m'arrête là, et après cette cascade d'images, n'est-ce pas, je vous laisse reposer vos yeux. Merci beaucoup. Nous reprenons